Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spotlight, le podcast créé par le média Welcomes. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de revenu management. L'idée, c'est de faire un état des lieux du revenu management en 2026. Quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que l'IA impacte la gestion de ces tarifs, de ces prix sur les différentes plateformes? On va voir ça avec Élise Ripoche, la fondatrice de l'agence de revenu management J'affiche complet, qui est aussi la créatrice du Rendez-vous des pros de la location saisonnière, un événement qui se tient à Paris chaque année autour de la fin mai. Donc, on va voir avec Élise quelles sont les nouveautés, les tendances, peut-être aussi les erreurs à ne plus commettre en termes de gestion tarifaire et comment améliorer la rentabilité de vos propres logements ou des logements que vous gérez si vous êtes gestionnaire. À tout de suite. Bonjour Élise, bienvenue dans cet épisode. Bonjour Romain. Alors, je rappelle pour ceux qui connaissent pas encore Élise, donc Élise Ripoche, fondatrice de l'agence de revenu management J'affiche complet et aussi créatrice de l'événement Le Rendez-vous des pros de la location saisonnière qui se tient fin mai à Paris. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur l'événement ou sur ton activité avant qu'on démarre avec les questions? Oui, bien sûr, peut-être sur l'événement qui a lieu le jeudi 21 mai à Paris, au Paris Event Center de la Villette. C'est le seul événement qui réunit l'ensemble des segments d'acteurs de la location courte durée en France. Le plus gros événement en nombre de participants. Euh, voilà, et qui a lieu dans quelques semaines. C'est ça, un peu plus d'un mois. Tu nous fais le plaisir aussi d'offrir justement aux auditeurs de Welcomes une promo sur la billetterie. Donc, on partagera le code sur tous les supports de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on échange ensemble pour parler de ton cœur de métier, le revenu management. Peut-être que tu auras l'occasion de rapidement nous redire, redonner une définition de ce terme. On va parler prix, on va parler stratégie tarifaire, on va parler peut-être aussi un peu d'IA et de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par nous donner un peu ton ressenti sur aujourd'hui en 2026, les personnes qui viennent te voir, qui sont clients ou pas forcément encore, comment tu sens les gestionnaires ou les hôtes par rapport à la question de la tarification? Est-ce que les gens ont compris l'importance du revenu management, de la stratégie tarifaire? Est-ce que les gens sont matures sur le sujet? Alors c'est une très bonne question. C'est vrai que moi j'ai commencé l'activité il y a 7 ans. Du coup, il y a 7 ans, l'état de l'art, entre guillemets, du revenu management en courte durée était vraiment pas le même. À l'époque, c'était très méconnu. On pensait vraiment que c'était une nouvelle méthode inventée. En plus, j'ai démarré en faisant du contenu sur Internet, hein, comme toi, et du coup, tout de suite, ça nous confronte à la potentielle méconnaissance de cette expertise. Aujourd'hui, heureusement, on n'en est plus là. Aujourd'hui, c'est vraiment un acquis qu'il faut faire du revenu management pour ne serait-ce que survivre, en fait, hein, pour que la rentabilité elle soit au rendez-vous sur l'activité. Donc ça, c'est un acquis et c'est chouette parce qu'on partait de loin. Maintenant, il y a encore beaucoup de légendes urbaines qui traînent dans notre industrie. Il y a beaucoup peut-être encore un peu de méconnaissance, il faut le dire. On n'est pas arrivé à une connaissance du revenu management aussi avancée que le monde hôtelier. On a encore certains amalgames qu'on peut faire sur ce qu'est le revenu management. On peut assimiler le revenu management à une fluctuation tarifaire pure en se disant tiens, je vais mettre un système qui va me le faire tout seul et puis la faire éclater. Le revenu management, c'est plus large que ça. Donc il ne faut pas oublier le fait que c'est vraiment un pilotage 360 avec des leviers qui sont variés et qui vont au-delà du prix. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est précisément, au-delà de justement cette fluctuation de prix? Ouais. Alors, tu vois, je me rends compte que j'ai pas dit, même ne serait-ce qu'en quelques mots, qu'est-ce que c'est le revenu management, peut-être pour ceux qui découvriraient. Le revenu management, ça va vraiment être un ensemble de méthodologies qui permettent de maximiser le chiffre d'affaires. C'est quelque chose auquel on est confronté quand on achète un billet d'avion ou une chambre d'hôtel, hein, tout simplement, où on voit qu'effectivement, le prix n'est pas le même en fonction du temps. Et derrière ça, il y a des revenus managers dans plein de types d'industries. En hôtellerie depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais nous, en location saisonnière, c'est beaucoup plus récent. Et pourtant, sur les plateformes, notamment Booking et plus récemment Airbnb d'ailleurs, qui commence à renforcer aussi sa présence hôtelière là sur les derniers mois sur sa plateforme. Et pourtant, on est confronté du coup à des concurrents hôteliers qui eux sont très affûtés sur ces méthodologies-là. Donc, on peut pas se permettre d'être light sur nos méthodes de revenu management. Pour répondre à ta question, les leviers.
autre que la fluctuation tarifaire, ça va être les prix, ça va être les durées de séjour minimum. Donc pour l'illustrer concrètement, il y a plein de moments où il ne faudrait pas faire bouger le prix. Il faudrait à l'inverse le laisser, mais mettre une promotion par exemple. Ou il faudrait à l'inverse le laisser, mais changer sa durée de séjour minimum. Et c'est ça qui va rapporter plus d'argent. Il faudrait le laisser, mais utiliser un levier booster sur Booking.com par exemple. Changer ses conditions d'annulation parce qu'elles sont souvent mal positionnées. Et en plus, maintenant, pareil, sur certaines plateformes, notamment Airbnb qui l'a proposé très récemment, on peut décliner ça par période. Donc ça, c'est chouette aussi. On commence à avoir des outils un peu sympas pour bosser, c'est cool. Quel autre exemple on peut donner par rapport à ça? Donc j'ai dit le prix, les promotions, pardon, les durées de séjour Ok, minimum, minimum, ouais. booking, conditions d'annulation. Il y a la structure du prix aussi, c'est-à-dire est-ce que si j'ai un bien pour 8, est-ce que je commence mes prix à 6 et après j'ai un montant par personne additionnel. La constitution des frais de ménage qui sont souvent un vrai sujet aussi et qui peuvent complètement flinguer une structure tarifaire ou la soutenir. Donc voilà, il y a pas mal de leviers autour de tout ça. Et puis bien sûr, je ne parle pas de tout ce qui est lié à la qualité de l'annonce, etc., qui sont évidemment primordiaux. Donc ça, c'est ce que tu viens de décrire. J'imagine que c'est ce que vous faites chez Affiche Complet avec ton équipe. C'est l'ensemble de ces facteurs sur lesquels vous travaillez pour vos clients pour arriver à optimiser la rentabilité du bien. Ouais, exactement. Donc maintenant, on a une idée un peu plus claire de cette notion de revenu management. Pour revenir à mon introduction, comment tu vois les gestionnaires aujourd'hui? Alors, il y a des profils qui sont très variés, du propriétaire investisseur, sous-loueur, conciergerie et très gros gestionnaires. Mais comment tu vois, le niveau de connaissances, en tout cas, en termes de revenu management aujourd'hui? Est-ce que tu vois que ça a évolué depuis 7 ans? Oui, je trouve quand même que ça a évolué, tu as raison. On a, en plus de le prendre comme un acquis sur le fait de faire valoir, enfin, en plus de le prendre comme un acquis sur la façon d'exercer la location courte durée, il y a aussi un autre point qu'on voit chez les gestionnaires, c'est justement ce côté faire valoir l'expertise et le professionnalisme de la conciergerie ou de l'agence immobilière par le fait de faire un revenu management qui soit avancé. Donc, soit parce qu'on a quelqu'un qui est formé en interne, soit parce qu'on a délégué un revenu manager professionnel. Mais ça, les dirigeants se rendent de plus en plus compte de la puissance de cet argument, notamment dans la prospection commerciale. On a beaucoup de dirigeants de conciergerie ou d'agences immobilières qui disent en fait, je convertis mieux quand je dis que j'ai un revenu manager en interne. Parce qu'en fait, les propriétaires suivent les mêmes contenus que nous tous sur Internet et comprennent aussi l'intérêt de cette expertise-là. J'avais fait un sondage sur Instagram auprès de notre communauté où j'aurais demandé pour les gestionnaires de biens quel était le poids dans la satisfaction propriétaire d'avoir un bon chiffre d'affaires. Est-ce que pour eux c'était 20% de la satisfaction, 50%, 90%? Et en fait, le résultat que j'ai eu en moyenne, c'était entre 70 à 80% de la satisfaction du propriétaire venait d'un bon chiffre d'affaires. Donc en fait, on voit bien que c'est primordial et que c'est ce que les propriétaires attendent des gestionnaires. Donc ils savent qu'il faut faire un bon revenu management, un bon pilotage de ces leviers-là. Tu as anticipé ma question parce qu'effectivement, je pense que on parle de maturité des gestionnaires par rapport au prix, mais je pense qu'il y a la maturité des propriétaires aussi. Et un propriétaire il y a 10 ans, un propriétaire aujourd'hui, souvent maintenant, ils sont éduqués. Il y a, comme tu le disais, il y a de plus en plus de contenu et il y a aussi de plus en plus d'offres. Il y a de plus en plus de gestionnaires qui sont disponibles sur le marché, de niveaux de professionnalisation différents et il va falloir faire la différence. Il va falloir faire son marché et savoir à qui on confie son logement au-delà de, jusqu'à présent, juste, entre guillemets, remplir et éviter les dégâts, finalement, si dans la même ville, je dois choisir entre 15 gestionnaires, je pense qu'effectivement, la question de la rentabilité va devenir un critère de plus en plus important pour se démarquer, pour séduire les propriétaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu ressens, l'aspect, le fait d'utiliser ce travail du revenu management comme un argument commercial vis-à-vis des propriétaires. Exactement. Ouais, le fait de l'utiliser comme un argument commercial, ça aide à la conversion. Et pour te rejoindre sur ce que tu disais à propos des propriétaires, c'est vrai que ce qu'on observe aussi, c'est que comme les charges augmentent pour le propriétaire, notamment les charges liées à l'énergie,
Et malheureusement, on n'a pas l'impression d'être dans un truc où ça va s'améliorer sur les 5 prochaines années là. Donc ça veut dire qu'il y a plein de projets immobiliers sur lesquels les marges deviennent très fines entre une location longue durée meublée et de la courte durée. Donc on est obligé d'aller chercher les meilleurs chiffres d'affaires. On est obligé d'être dans les 75% de meilleurs, dans les 90% de meilleurs pour nos propriétaires. Sinon, en fait, on perd les biens. Donc ça, c'est vraiment incontournable. Après, dans les autres choses qu'on observe là sur les 7 années de ce qui a évolué, c'est qu'en fait, notre industrie est consciente des méthodologies du revenu management, plus ça prend du temps en fait aux dirigeants. Et donc, plus les dirigeants vont chercher justement à soit former quelqu'un en interne, soit déléguer ce truc-là à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est aussi une tendance qui vient avec la professionnalisation. Bah, parce que, en fait, quand on commence à ouvrir la boîte de Pandore et se dire, ah bah oui, c'est vrai, si je fais ça, je gagne plus d'argent. Si je pilote mes durées de séjour minimum, ah oui, j'augmente mon remplissage de X%. Si je fais des gaffiles ou des dates orphelines, je pilote ça correctement pareil, j'augmente encore mon remplissage. Donc bref, toutes ces actions-là, elles ont un ROI immédiat. Mais enfin, il faut quand même quelqu'un pour les faire. Il faut quand même quelqu'un pour le piloter, ça. Et donc, ça prend du temps aux dirigeants et il va être plus à même aussi de se dire à un moment donné, bah viens, on va former quelqu'un dans l'équipe ou viens, je vais le sous-traiter à quelqu'un d'autre. Et la question justement de savoir, encore une fois, c'est ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y a des profils ultra variés. Parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des personnes qui gèrent 3, 4, 5 logements et d'autres plusieurs dizaines ou centaines. La question que je me pose, c'est si on essaie de faire un peu un, un éventail de ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché. Quelqu'un qui se dit, je veux commencer à travailler sérieusement ma tarification prix. Bon, je pense que la première étape, c'est le papier et le stylo et se poser les bonnes questions. Quel est mon secteur géographique? Quel est mon marché? Quels sont les biens que je gère? Mes objectifs pour commencer à réfléchir, à structurer quelque chose. Mais après, on a Airbnb avec sa tarification intelligente. On a des outils comme Beyond ou Pricelab qui sont là pour faire de la tarification dynamique. On a des sociétés comme la tienne pour externaliser ou accompagner. On pourra nous préciser d'ailleurs les différents modes de fonctionnement que tu proposes, mais pour potentiellement externaliser ça. On peut aussi choisir de former ou de recruter en interne. Euh, Est-ce que tu peux essayer de nous faire un peu un avantage-inconvénient de l'ensemble de ces solutions, même si effectivement elles vont pas correspondre toutes à un niveau identique de maturité de l'entreprise, mais à quoi il faut faire attention en fonction de ces différentes solutions? Oui, et ben, en effet, c'est différents niveaux de maturité ou de besoin. C'est vrai que ça va être différent selon si on est loueur individuel ou gestionnaire pour autrui, entre guillemets, parce que dans le deuxième cas, on commercialise cette expertise. Donc on a un devoir d'expertise finalement, si on veut être un pro honnête et, et droit dans ses baskets. On ne peut pas commercialiser quelque chose qui n'est pas parfaitement exécuté en interne. Donc pour le premier cas, quand on est loueur individuel, en général, déléguer, ça va être rarement une solution qui va être économiquement viable. Il vaut mieux se former soi-même ou potentiellement prendre un ordinateur, un algorithme tarifaire qui le fait pour gagner du temps et en fait on le corrige et on fait soi-même tout le reste du revenu management. Mais voilà, souvent se former, c'est déjà largement suffisant. Et ça peut se gérer très rapidement, hein. Même si on n'a pas d'algorithme tarifaire, ça peut se gérer en 20 minutes par semaine. Si on a bien construit sa stratégie de revenu management, c'est pas un truc qui doit prendre un temps de gueux, mais toutes les options sont possibles. Et après, quand on est gestionnaire, là, on est plus dans un esprit de scalabilité de l'entreprise. Et moi, j'aime bien, et c'est ce que je fais d'ailleurs pour moi, c'est regarder des boîtes qui sont beaucoup plus avancées que moi. Regarder des boîtes qui font la même chose que moi, mais genre qui chiffre d'affaires, quoi. Et je me dis, bah, comment ils sont structurés, quelles sont les expertises métiers dont ils ont besoin et comment ils ont mis en place tout ça, quoi. Et c'est assez inspirant. Pour une conciergerie, de voir, conciergerie qui aurait 5, 10, 15 biens, de voir la structure qu'ont les grosses conciergeries, ça peut aussi apporter une sorte de feuille de route dans le développement. Et en fait, on voit bien que toutes les grosses conciergeries, elles ont quelqu'un en interne qui fait du revenu management. Il faut un humain pour faire le revenu management. Donc en fait, le parcours, ça peut être au début de faire soi-même, par la suite potentiellement de mettre un algorithme tarifaire pour avoir une solution un peu économique qui permette de gagner du temps et on s'occupe du reste soi-même. Et puis à un moment donné, en fait, il y a trop, on va déléguer à un humain.
On a besoin que tout soit fait au cordeau, mais on n'a plus le temps de s'en occuper, donc on délègue à un revenu manager externalisé. Et après ça, on finit par recruter parce que l'externalisation, ça a son terme à un moment donné. Nous, quand on travaille pour nos clients, on sait que on va, alors même si on a des clients qui ont plus de biens que ça parfois, mais nous, on dit qu'on va jusqu'à 150 biens. Au-delà de ça, on va accompagner notre client à recruter sur LinkedIn un revenu manager, on lui fait les entretiens d'embauche, on le met en place en interne, on crée les process internes, etc. Et on les accompagne à créer un mini service RM en interne. Donc ça, c'est vraiment la vie de l'entrepreneur, entre guillemets, sur ce sujet-là. Et en vrai, ça pourrait être la même chose. On pourrait dire pareil sur tout, tu vois. On pourrait dire Ouais. pareil sur la finance, où en fait, au début, tu as un comptable externalisé, tu finis par internaliser le service, ou le marketing, ou tu vois, c'est la même chose sur tout, quoi. Personnellement, je pense que la vérité, c'est qu'il y a quand même une très grande majorité de gestionnaires qui cherchent pas forcément cette croissance extrême, en tout cas, c'est-à-dire qui vont gérer 40, 50, 60 logements, mais qui n'iront jamais au-delà, qui n'iront jamais au-dessus de 100, 150, 200. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mais est-ce que pour ces gens-là, euh, est-ce que l'embauche en interne reste une solution ou finalement la délégation peut être une bonne alternative? Alors c'est vrai que tu as raison qu'on a une population de collègues qui va ne pas vouloir, et même avant les chiffres que tu donnes, hein, moi je pense notamment ce que tu dis là me fait penser à un client, ils ont 25-30 biens, hyper haut de gamme, et ils nous disent clairement, nous on est bien, on a 30 biens, ils sont hyper qualitatifs, c'est des énormes biens, hyper rentables, tu vois, et on n'a pas vocation à se faire chier beaucoup plus que ça, on est content comme ça. Donc tu as raison. Dans ces cas-là, c'est passionnant parce que pour moi, c'est un sujet entrepreneurial carrément. Dans ces cas-là, l'idée, c'est de se dire, en tout cas, c'est ma vision, l'entrepreneur, où est-ce qu'il a sa zone de génie? Si la zone de génie de l'entrepreneur, s'il pense en tant qu'entrepreneur que là où il peut apporter le plus de valeur à sa boîte, c'est sur le revenu management, alors il faut absolument qu'il reste sur ça. Par contre, il délègue tout le reste, tu vois. Ou si à l'inverse, le gars se dit, ben non, moi, ma zone de génie, c'est d'aller chercher des propriétaires, je sais que je le fais hyper bien, je donne confiance, les propriétaires me font confiance parce qu'ils me connaissent, et auquel cas, en fait, il faudra déléguer le marketing, le revenu management et le reste, tu vois. Donc là, c'est quasiment une question entrepreneuriale, en fait, à se poser. Et ça dépend de chacun. Si on reste sur cette taille de portefeuille, on est sur une entreprise qui cherche pas forcément à exploser, à dépasser les 100 logements. La question que je me posais, c'est est-ce que tu vois un curseur systématique, un nombre de logements par exemple, à partir duquel tu vois que tout le monde finit par recruter, ou pas forcément, et en fait la délégation à ce moment-là fait complètement sens. Même pour des personnes qui ne voudraient pas forcément scaler, quand on est en dessous de 100-150 biens, c'est quand même très dur de recruter, tu vois, je trouve. Ou alors, ça va être des cas sur lesquels on prend un, un monsieur à tout faire ou une madame à tout faire, entre guillemets, et ça peut être un faux ami. Parce que du coup, on va demander à la personne d'être un mouton à 70 pattes. Il faut qu'elle ait un esprit analytique pour se poser 2 heures sur du revenu management. Et en même temps, il faut qu'elle ait une relation client pour accueillir les voyageurs. Et en même temps, il faut qu'elle ait un sens de la finance parce qu'on lui demande des tâches comptables. Et puis, elle gère aussi les annonces. En fait, c'est quasiment de la schizophrénie. Et surtout, c'est très dur de trouver quelqu'un qui aurait toutes ces zones de compétences en même temps. Donc, ça peut être un très très faux ami de recruter avant ça. Déléguer, c'est une solution. Ouais, déléguer, c'est une solution. Ou encore une fois, se dire que c'est le dirigeant qui s'en occupe parce qu'il pense qu'il peut avoir vraiment de la valeur ajoutée, même s'il il se forme. Mais tu vois, quelqu'un qui aurait une vraie affinité analytique, une affinité sur les chiffres, et puis un goût de ce truc-là, en se formant, peut clairement être un très bon actif pour sa boîte sur le revenu management. C'est vraiment pas exclu. Bah, c'est exactement le cas de figure d'un échange que j'ai eu récemment avec Arnaud de MyKeepers, qui avait un passé dans la data et dans les finances, et qui, comme tu le dis, je pense, sa zone de génie, elle était là, et c'est lui qui pilote ça, qui s'est créé ses propres méthodologies, et tout le reste est délégué, mais lui il se concentre sur cette partie-là de son activité. Donc je pense qu'effectivement, oui, c'est le bon exemple. Euh, je voulais aussi que tu nous donnes un peu de feedback par rapport à justement à bah, tous les échanges que tu peux avoir au quotidien sur cette notion de revenu management et de tarifs. Comment tu vois l'IA aujourd'hui rentrer dans cette partie-là de l'activité? On parle beaucoup d'IA, bon, au quotidien, partout. Dans la location courte durée,
les PMS ont tous fait leurs intégrations d'IA pour la communication voyageur. Il y a plein de solutions qui sont développées. Mais concernant le revenu management et la stratégie tarifaire, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Où est-ce que tu vois l'IA rentrer, apporter des avantages, des bénéfices? Alors, c'est un super sujet. En effet, le revenu management et l'IA, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans la profession en ce moment. Tu vois, on participe, nous, à tous les événements. Il y a eu deux. On est membre du club revenu management de Paris, bon, qui couvre toute la France, mais qui est à Paris. Et ces deux dernières conférences, elles ont été sur l'IA. C'est assez intéressant de voir que les collègues, c'est principalement des gens dans les grands groupes, c'est moins des entrepreneurs comme nous, mais c'est beaucoup de gens dans les grands groupes, chez Accor, chez enfin, toutes les grosses boîtes qu'on peut imaginer en revenu management. Et en fait, ils disent, malgré leurs moyens, quand ils regardent tous les projets en IA qui se sont développés dans les grands groupes en revenu management, souvent c'est un peu déceptif. Alors, déjà, il y a un mix à ne pas faire, c'est que il y a IA et machine learning. L'IA générative, le LLM, donc les trucs de communicationnel, on va dire, c'est pas forcément ça qui sera le plus puissant. En fait, on entend beaucoup, ah, on fait de l'IA, on fait de l'IA, IA, parce que ça, tout de suite, on comprend ce que c'est. En vrai, en revenu management, ça va être beaucoup plus du machine learning qui va pouvoir nous aider à travailler. Et pour beaucoup, le fait de faire déterminer les prix par le système a été très déceptif en fait. Ils se sont beaucoup pété les dents sur ce truc-là. Ok. Ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent les systèmes les plus simplistes qui donnent les résultats les moins pourris, entre guillemets. Et que voilà, aujourd'hui, il y a des projets. Alors c'est clair chez nous à la data qui est allé dans ces deux réunions, il y a des projets plusieurs centaines de milliers d'euros qui se sont retrouvés avortés simplement parce qu'en fait, tout un branle-bas de combat pour un truc qui donne quasiment rien de très intéressant. Maintenant, est-ce que j'ai la conviction qu'il n'y a aucun espoir avec l'IA et que c'est complètement inutile? Non, pas du tout. Je suis convaincue qu'il y a quelque chose à faire et ça me tient à cœur ce sujet-là. Donc oui, c'est un sujet qui a de l'importance pour nous, mais peut-être pas de la façon dont le grand public l'entendrait avec, un chat GPT qui fait du revenu management, tu vois. Effectivement, le distinguo que tu fais est important. Il y a la partie machine learning qui va être toute cette partie entre guillemets dans l'ombre, qui va faire de l'analyse, de l'agrégation de données, de data, de l'analyse, etc. Et qui peut donner des algorithmes pour faire de la prédiction de prix ou la suggestion de prix. Et après, la partie générative, pour moi, elle a un sens aujourd'hui sur peut-être de l'explication, c'est-à-dire sur des graphiques, des analyses, des résultats, d'arriver à les interpréter plus facilement que d'avoir fait maths spé pendant 25 ans et de tout comprendre d'un coup d'œil, ce qui n'est pas mon cas par exemple. Là, c'est vrai que c'est un avantage assez phénoménal de dire, ok, voilà mes stats, voilà mes chiffres, quels sont mes X logements qui ont un problème, et après on peut aller travailler et peut-être se pencher sur ces logements-là. Ça peut être une solution. Oui, complètement. Bah, tu vois, nous, on l'utilise beaucoup en interne, l'IA, même si on le dit pas vraiment. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur parce que ça pourrait, bref, en tout cas, on le dit pas vraiment, mais on utilise beaucoup en interne l'IA. Mais alors, pour le coup, nous, pour être tout à fait honnête, ça va pas être un élément qui va déterminer l'analyse, ou alors ça va être une façon pour nous, justement, de rendre l'analyse métier beaucoup plus digeste, tu vois. On va faire le chemin inverse, c'est-à-dire que nous, on fait l'analyse et on voit les points saillants et on le rend digeste pour le communiquer, pour travailler, etc. On améliore beaucoup de process et d'ailleurs, c'est dans les objectifs du premier semestre de chaque membre de l'équipe de transformer des cas de travail en cas d'usage IA. Et on travaille notamment avec GenSpark. Je ne sais pas si tu connais. GenSpark, c'est la découverte de début 2025, un système qui agrégate toutes les IA. Et c'est vraiment fin 2025. C'est vraiment top. J'ai une question à te poser sur si en 2026, sur la question des prix, la stratégie tarifaire, est-ce qu'il y a une chose, ou peut-être plusieurs, je ne sais pas, à chaque fois que tu vois un gestionnaire faire cette erreur, sur les prix, tu te dis c'est pas possible. Enfin, c'est encore un qui fait ça, encore une qui fait ça. Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui des erreurs récurrentes qui sont peut-être des basiques?
Romain, j'en ai des tonnes là, mais je vais passer pour une vieille chouette aigrie, non? Écoute, je vois que tu ne réponds pas. Donc tu Non, m'envoies sur mais c'est pas ça, une série, quoi, vraiment. c'est que on en parlait avant en préparant cet échange et je te pose la question en pensant à mon propre cas de figure des éternelles erreurs et des éternels conseils qu'on voit distiller un peu partout sur les photos, sur les descriptions des annonces, etc. Et en fait, ça fait des années qu'on en parle et ça continue. Donc je me posais la question sur les prix. Est-ce qu'il y a des choses encore qui te semblent aberrantes, mais pourtant qui continuent d'exister? Alors, dans les choses qui semblent aberrantes et qui continuent d'exister, les acteurs, les collègues de notre industrie qui vont tenter des prix chers en se disant oh bah tiens je vais tenter de mettre un peu plus cher cette année sans avoir vraiment fait une étude du potentiel tarifaire qu'on a à ce moment-là et qui vont laisser ça et puis baisser petit à petit jusqu'à ce que ça loue. Ça c'est vraiment ça c'est reconnu comme étant une mauvaise méthode dans l'industrie ou alors laisser ça ouais clairement doit mouiller et ou sinon laisser poser et casser en dernière minute. La panique détruit du chiffre d'affaires. C'est vraiment c'est comme en bourse. La panique détruit du chiffre d'affaires. Il y a ça, il y a le fait de ne pas piloter cette durée de séjour minimum. Mais le manque à gagner, il est massif sur ça. Il est massif à la hausse et à la baisse. C'est-à-dire qu'on perd de l'argent quand on ne les augmente pas, les durées de séjour minimum, alors qu'on devrait. Et on perd de l'argent aussi quand on ne les baisse pas, les durées de séjour minimum, alors qu'on devrait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme grosse erreur sinon euh, le fait de comparer ses prix avec... alors, le fait de déterminer ses prix par rapport à la concurrence, et de se comparer en séjour sans se comparer en montant payé voyageur au global. Ça, c'est tellement fréquent encore. C'est tellement fréquent et c'est tellement préjudiciable. Sans Euh, les frais, sans tous les frais supplémentaires. voilà, c'est ça. Ouais. Mais là, on pense simplement à sa to-do list d'établir un prix de séjour, alors qu'en fait, il faut penser voyageur. Le voyageur, lui, qu'est-ce qui va sortir de sa CB quand il fait la résa? Parce que c'est sur ça qu'il prend sa décision, le voyageur. Oh, une autre encore. Purée, alors ça, celle-ci, c'est pareil. Faire des promotions en se disant bah tant pis, je vais majorer mon price multiplier du channel vers la plateforme pour prendre en charge la promotion. Mais alors, au-delà du fait que c'est purement illégal, hein, parce que il y a une réglementation, notamment européenne, qui interdit ça. D'ailleurs, moi, je travaillais chez Club Med, on était contrôlé par l'autorité de la concurrence pour ne pas faire ce genre de truc, tu sais, majorer les prix juste avant de faire une promotion. Quand on est consommateur, on est énervé, tu vois, quand on découvre ça. Tu vas chez Zara, ils ont fait plus de 20% sur les prix pour pouvoir nous Ouais, et afficher. après, c'est les soldes. Voilà, donc ça, on sait que c'est vraiment nul. Et les acteurs du tourisme connus sont suivis par l'autorité de la concurrence pour ça. On l'était chez Club Med, et parce que c'est illégal, et en tant que loueur saisonnier, beaucoup le font. Un, c'est illégal. Deux, c'est en plus une très mauvaise idée. Et ça ne sert à rien, en fait. Finalement, les algorithmes des plateformes se rendent compte que en fait, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps en promotion. Ça booste, allez, les 2 premières semaines. Parce qu'en vrai, je te dis la vérité, on a testé. On a testé sur 2 ou 3 annonces, et en fait, ça booste les 2 3 premières semaines, et après, ça revient à la normale. Ça sert à rien. C'est vraiment une mauvaise idée. Je sais pas si, je sais pas si le review management, c'est quelque chose qui peut être impacté par la nouveauté en termes de technique ou pas. Est-ce que, je sais pas, début 2026, il y a des choses qui sont particulières qui se faisaient pas avant et qui sont peut-être intéressantes à mettre en place ou pas forcément. Euh, je sais pas, dis-moi. La notion de nouveauté, elle va être intéressante sur ce que proposent les channel managers dans les systèmes ou ce que proposent les plateformes. Tu vois, c'est un peu l'exemple qu'on se donnait tout à l'heure. Il y a des choses qu'on a envie de faire depuis longtemps, mais on est contraint techniquement. Par exemple, dissocier sa stratégie de conditions d'annulation selon la période. Ça, on en rêve depuis la nuit des temps. Par exemple, sur Airbnb, c'est possible depuis très récemment. Donc oui, il y a quand même une notion de technicité qui nous permet de débloquer des possibilités. Ouais. J'imagine que tu accompagnes aussi parmi tes clients des personnes qui font de la réservation directe et donc avec une stratégie potentiellement différente. Est-ce que tu peux donner rapidement quelques tips sur quand on fait du direct et quand on est sur les plateformes, euh, à quoi il faut penser et qu'est-ce qui marche? Oui, alors sur la stratégie en direct, alors il y a beaucoup d'acteurs qui font
à tort du direct. Déjà, ça c'est important de le rappeler quand même parce que on n'a pas forcément toujours le droit de faire du direct quand on n'a pas du tout le droit de faire du direct quand on n'a pas la carte G. Et il y a encore des acteurs qui le font alors qu'ils n'ont pas forcément le droit. Maintenant, pour tous ceux qui ont le droit de le faire, le revenu management peut être un bon soutien à une stratégie en direct. Il n'est pas l'élément préliminaire en fait d'une stratégie en direct. La stratégie en direct, elle doit d'abord être soutenue par une bonne stratégie de marketing, avec de l'acquisition, avec une vraie présence. Tout ça, tu connais tous ces sujets bien mieux que moi. Donc ça, c'est hyper important. Et après ça, une fois qu'on a du trafic, une fois qu'on a des voyageurs qui viennent sur le site, là, le revenu management va avoir un rôle de conversion. Donc, il faut avoir une stratégie tarifaire qui est différente de celle des plateformes, avec des prix qui sont plus attractifs, c'est la base. Mais on peut aller plus loin sur le revenu management avec des stratégies promotionnelles liées au direct, comme le font les hôteliers d'ailleurs, avec des stratégies d'upsell quand on commence à avoir pas mal de biens liés au direct. Ça, c'est pareil, c'est des méthodes issues du monde hôtelier, avec des packages dédiés aussi aux typologies de clientèle qu'on veut convertir le mieux ou attirer dans nos biens. Donc oui, il y a pas mal de méthodologies qui sont soutenues par le revenu management. Et d'ailleurs, sur les ventes en direct dans les grands groupes, c'est souvent une collaboration, ce sont des réunions en fait entre l'équipe marketing et l'équipe revenu management parce que le marketing va définir un peu la stratégie, la ligne directrice et le revenu management donne des mécanismes tarifaires dans cette stratégie-là et on calcule les impacts financiers pour s'assurer que ça s'applique de façon chirurgicale sur les périodes sur lesquelles on a besoin d'un gain de chiffre d'affaires ou des choses comme ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter qu'on n'aurait pas déjà partagées, qui te paraissent importantes Par rapport au revenu management. par rapport au revenu management, par rapport à ton actualité, ce que tu veux? Bah, je fais un concert à Bercy. Non, pardon, je m'égare. Effectivement, je me disais, on n'a pas parlé de tarification dynamique dans les concerts encore. Ouais. Ah ben, as-tu vu? Non, mais attends, hyper intéressant. As-tu vu ce qui s'est passé avec le concert de Céline Dion? Moi, j'ai suivi ça d'un peu loin, pour être honnête. Mais donc, j'ai vu qu'ils sont en tarification dynamique sur le concert de Céline Dion. Sauf que les possibilités d'acheter les places se sont faites au tirage au sort. Donc en fait, au moment de s'inscrire, les gens ont découvert une tarification autre que ce que leur a été promis et ils se sont fait retoquer ou en tout cas suivis par la DGCCRF pour ça. Mais quelle méthodologie du Far West! Pourquoi on fait ça en fait? Et tu m'étonnes que le métier est complètement discrédité après ça. C'est fou quand même. C'est vrai que j'ai pas compris l'association de liste d'attente, tirage au sort plus tarification dynamique. C'est un peu, enfin, c'est assez bizarre. Mais bon, peut-être C'est qu'il faut se dire que la tarification dynamique est assez balbutiement dans l'industrie de la musique et que, avec peut-être pas d'ailleurs, je sais pas, mais et t'as peut-être raison. qu'ils auront avec un plus de maturité dans 30 ans, quand on refera une vidéo et qu'on dira que les gens refont encore les mêmes erreurs dans 30 ans, peut-être que le dernier concert de U2 sera en tarification dynamique, je sais pas. Romain, dans 30 ans, je sais pas si YouTube sera toujours là pour. Putain, on a des rêves de boomer là, Romain. Qu'est-ce qu'il. C'est ça, exactement. Tu vois, et encore, j'avais failli dire les Rolling Stones. Euh, j'ai voulu me rattraper, mais pas avec la bonne référence. Donc, quand les concerts de K-pop seront en tarification dynamique. On croise les doigts pour dans un mois et une semaine. Et puis, je rappelle, on partagera le code Welcomes pour avoir 15% de remise sur la billetterie. C'est le 20 et 21. Le mercredi soir du 20 et la journée du jeudi 21. C'est ça. Et la soirée précédente qui sera dédiée aux stratégies justement de réservation directe, entre autres. C'est ça, soirée organisée par Marie Pistinier et Laura Jans sur le concept qu'elles ont créé qui s'appelle En Direct, qui a eu un gros succès au scale et qui revient du coup dans notre salon dédié aux gestionnaires de plus de 20 biens. Et l'idée c'est d'avoir des tables rondes sur des sujets pour justement booster sa commercialisation en direct et réduire potentiellement sa dépendance aux plateformes. Merci beaucoup encore une fois pour cet échange Merci. et puis au plaisir de se croiser prochainement à Paris et merci à tous pour votre écoute assidue sur Welcome et sur Spotlight. Je vous rappelle, vous aurez aussi le lien en description. Vous pouvez candidater ou proposer quelqu'un si vous souhaitez voir quelqu'un prendre la parole dans un prochain épisode.